Bonjour. Alors, dans la session précédente, je vous ai expliqué les différents problèmes que posait l'approche ou la philosophie traditionnelle de livraison d'une application, dans la manière dont on met en place le cycle de vie, les différentes activités du cycle de vie d'une application. Donc, ces problèmes ont donc conduit à la réflexion d'une nouvelle approche philosophique. Donc, une approche philosophique dans la manière. Donc là, quand je parle de philosophique, donc quand j'ajoute le terme philosophique dans l'approche, c'est vraiment pour faire référence à un changement de paradigme. Donc quand je parle d'approche philosophique, le terme philosophie qui est là, en fait, implique un changement de mindset. On n'est pas dans l'évolution de quelque chose, ok? On n'est pas dans dans la continuité de quelque chose, mais on est vraiment en rupture avec une pratique qu'on utilisait pour entrer dans un autre mindset, ok? Un peu comme les outils Big Data sont en rupture avec les outils traditionnels de traitement de données. C'est un peu cela. Donc, c'est cette philosophie qu'on a appelée, en fait, DevOps. Et donc, dans cette session, je vais vous expliquer, en fait, le DevOps. Alors, je vais pas commencer parce que DevOps, mais l'idée pour moi, c'est que vous compreniez l'apport, ou alors que vous compreniez comment est-ce que l'approche DevOps s'y prend pour, en fait, résoudre les problèmes que nous avons énoncés précédemment. Et à partir, justement, de ce comment, nous allons donc déduire la compréhension, la définition du DevOps. OK? Donc, je vais vous demander d'être concentré parce que cette session va être assez longue et je vais introduire pas mal de nouveaux concepts. En tout cas, je vais introduire pas mal de concepts qui seront potentiellement nouveaux pour vous. Ça va dépendre de votre expérience. Si vous avez une certaine expérience, peut-être vous avez déjà rencontré les concepts que je vais débattre là. Peut-être votre entreprise a déjà adopté une approche DevOps. Du coup, les concepts vous seront peut-être familiers. Mais je vais demander quand même une grosse attention. Soyez très concentrés et soyez très attentifs. Okay? Parce que les définitions que je vais donner ici ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que vous connaissez ou que celles que vous pouvez traditionnellement rencontrer lorsque vous faites des recherches sur Internet. Donc, j'ai intitulé dans cette partie le DevOps à la rescousse. Alors, à titre de rappel, les problèmes qui sont posés, les problèmes générés par l'approche traditionnelle sont, premièrement, les latences prononcées lors des MEP, dont j'ai expliqué cela. Donc, tu prends rendez-vous. En fait, c'est dû simplement au fait que les administrateurs qui s'occupent de la production vous voient comme un client. Quand ils vous voient comme un client, du coup, vous soumettez votre demande et vous attendez. Donc, il y a une latence à ce niveau. Le 2, l'effet tunnel dans le document applicatif, qui lui vient en fait du fait que on documente toute l'application avec l'ensemble de ses fonctionnalités avant de démarrer la phase de codage. Généralement, ça crée un effet de tunnel, un effet infini où on ne sort jamais avec une application concrète parce que à chaque fois qu'on évolue, le besoin change ou le besoin se reprécise, du coup on doit rechanger les spécifications, etc. Troisième, c'est le manque de communication qui est simplement lié à la manière dont l'approche organise le déploiement applicatif. Donc, pour résoudre ces problèmes, comment s'y prend le DevOps? L'approche DevOps. Eh bien, la première chose, ça c'est très important, c'est que le besoin ici, si je reviens ici, donc le besoin ici qui est exprimé au départ de l'application, en fait, ce besoin est découpé en ce qu'on appelle des fonctionnalités. En fonctionnalités. Ça veut dire que au lieu de développer l'application de façon monolithique, donc quand je dis monolithique, c'est pour dire en fait que on va en fait développer l'application dans l'ensemble, on va démarrer la phase de codage dans l'ensemble dans l'intégralité de l'application, des fonctionnalités de l'application. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait passer par itération. Donc, on va développer
on va prendre le besoin de l'utilisateur, on va le découper en fonctionnalités et chacune des fonctionnalités de l'application aura un cycle de vie complet. Vous voyez un peu? Ça veut dire que, par exemple, si je prends l'application de l'hôtelier, oui, mon exemple de l'hôtelier, qui a une application de réservation de son hôtel, donc des chambres d'hôtel. Donc, la réservation, c'est une fonctionnalité. Les paiements, c'est une fonctionnalité. Le passage des femmes de ménage, par exemple, c'est une autre fonctionnalité, ok? Par exemple, je prends ces trois fonctionnalités-là. Dans une approche classique, on va documenter l'ensemble de ces trois fonctionnalités avant de démarrer la phase de développement, ok? Mais dans l'approche DevOps, on va prendre une fonctionnalité et chaque fonctionnalité, donc, par exemple, là, on va prendre la fonctionnalité réservation des réservation des chambres. La fonctionnalité réservation des chambres, on développe l'entièreté. Donc, en fait, on lui fait passer le cycle de vie complet de l'application. Donc, expression de besoin, développement applicatif, intégration, déploiement en production. Donc, c'est ça. On le fait passer sur l'ensemble du cycle de vie applicatif, l'ensemble du cycle de vie de l'application et on le déploie en production. Donc, ça, et quand on a fini ça, on engage le deuxième cas d'usage. On engage le troisième cas d'usage, etc., jusqu'à ce qu'on a l'application. Vous voyez que déjà, en développant l'application par itération ou en procédant par itération, on élimine le problème de tunnel. C'est-à-dire qu'on obtient quelque chose très rapidement. Et en plus, comme l'application est développée par fonctionnalité, eh ben, on peut prioriser. On peut dire qu'ok, pour le moment, la fonctionnalité qui est nécessaire, qui est prioritaire, c'est celle-ci. Ensuite, c'est celle-ci. En fonction du budget, en fonction des conditions, en fonction des conditions du client. Et vous voyez que comme ça, c'est plus léger. C'est déjà plus simple. Ça résout déjà le tout premier problème. Ok? Donc, comme je l'ai dit ici, le fait de procéder par itération ou par fonctionnalité minimise le risque qu'on se retrouve à la fin avec une application qui n'est pas conforme aux exigences du client. Puisque cette fois-ci, on part avec une fonctionnalité, elle est plus légère, elle est plus simple et donc c'est plus facile à suivre. Et bien évidemment, le feedback est continu tout au long du cycle de vie de l'application. Ok? Donc, techniquement, comment cela se fait? Techniquement, les fonctionnalités de l'application qu'on va développer vont être définies sous forme de ce qu'on appelle des cas d'utilisation. C'est pourquoi ici, vous voyez, je mets use case. Use case, c'est cas d'utilisation en français. Use case, en anglais, ça veut dire cas d'utilisation. Donc, on va définir pas simplement des spécifications fonctionnelles, ok, type réservation de l'hôtel, mais on va vraiment décrire en français facile ce qu'on attend de l'application. Ok? Donc, on va décrire la fonctionnalité. C'est ça, on parle de cas d'usage ou cas d'utilisation. Donc, chaque fonctionnalité va être définie sous forme de cas d'utilisation dans ce qu'on appelle un diagramme de cas d'utilisation. Voici un exemple ici. Dans le diagramme de cas d'utilisation, on va simplement indiquer les différentes fonctionnalités et les différentes interactions, dont les acteurs qui interagissent avec ces différentes fonctionnalités, d'un point de vue externe ou d'un point de vue interne. Donc, externe, ce sont les clients qui vont utiliser l'application et interne, ce sont généralement ceux qui vont en fait avoir le contrôle sur l'application. Ok? Donc, ça, c'est la première étape. On découpe comme ça. Ensuite, chaque cas d'utilisation là va suivre le cycle de vie complet. Donc, elle va être considérée comme une application à part entière qu'on va développer de A à Z. Ok? Une fois qu'on finit le premier cas, on rajoute à l'application le deuxième, on rajoute le troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a toujours une application qui tourne en production. Maintenant, au niveau de la livraison de l'application, comment ça va se faire dans le cycle de vie? Eh bien, on va adopter maintenant une méthodologie spéciale pour livrer l'itération de l'application. D'un point de vue méthodologique, l'itération de l'application va s'appeler un incrément. L'incrément,
c'est l'itération. Donc, l'itération de l'application qui elle-même fait référence à quoi? À une fonctionnalité, dans un cas d'usage. OK? La méthodologie qui est adoptée, là, maintenant, c'est une méthodologie qu'on qualifie de méthode agile. OK? Le terme agile, c'est pour faire, en fait, une rupture avec l'approche en cascade ou l'approche en V qui est séquentielle et qui est assez rigide. Donc, quand on dit agile, c'est pour dire que voilà, on est sur des choses on est dans une méthodologie qui sait facilement s'adapter au changement. C'est ça l'idée. Et comment est-ce que la méthodologie agile s'adapte au changement? C'est ça que je vais expliquer maintenant. Donc, la méthodologie agile, juste à titre pour petite précision, il y a plusieurs méthodes agiles. Du moins, pas qu'il y a plusieurs méthodes agiles, mais il y a plusieurs méthodes qu'on qualifie d'agile. OK? Il y a plusieurs méthodes qu'on qualifie d'agile. Par exemple, il y a la méthode du processus unifié que moi j'ai utilisé pendant très longtemps dans les années 2011 pour développer des applications en VBA et en Access. Il y a la méthode Extreme Programme et XP. Il y a la méthode, il y a plusieurs méthodes, OK? Mais la méthode aujourd'hui qui est la plus utilisée dans les projets et qui cadre le plus avec cette nouvelle philosophie qu'on appelle philosophie DevOps, c'est la méthodologie Scrum. Donc, on va utiliser la méthodologie Scrum, qui est une méthode agile, OK, pour livrer l'incrément ou l'itération de l'application. Donc, dans la méthodologie Scrum, comment ça marche? Simple. La fonctionnalité qu'on va développer, est découpée dans ce qu'on appelle le product backlog, dans le backlog de produits. Le backlog de produits, c'est comme l'ensemble des cas d'usage qu'on va développer. OK? Et dans ces cas d'usage, maintenant, il y a plusieurs tâches. Par exemple, si je prends le cas gestion des catalogues des formations. OK? Ça, c'est un catalogue. En fait, c'est un besoin. OK? Donc, c'est une fonctionnalité à développer. À l'intérieur de cette fonctionnalité, pour développer cette fonctionnalité, il y a un ensemble de choses à faire à l'intérieur. Et c'est cet ensemble de choses à faire qu'on va, en fait, regrouper ici dans Product Catalog avec l'ensemble des liens, bien évidemment. Une fois donc on a le Product Catalog, ça c'est l'élément le plus important. Le Product Catalog, c'est comme, pour vous, ça représente les spécifications, ça représente la tâche à faire, les choses à réaliser pour que l'incrément de l'application soit livré. On va donc maintenant décider dans ce qu'on appelle un sprint. Le terme sprint, c'est comme accélération. Sprinter, c'est l'accélération. Planning sprint, donc sprint planning, c'est comme un planning d'accélération. Donc, dans une phase de sprint planning, le sprint planning, ça sera comme c'est la période de développement. Donc, on va généralement se donner 2 à 4 semaines pour le backlog. Donc, on va se donner des semaines de développement de 2. Donc, en fait, on va se donner des délais entre 2 et 4 semaines pour livrer l'incrément ou pour livrer l'itération de l'application. C'est cette période de 2 à 4 semaines qu'on qualifie de sprint ou de sprint planning. Mais le sprint planning, c'est une cérémonie, OK? Mais il y a cette période-là de 2 à 4 semaines qu'on va qualifier de sprint planning. OK? Qu'on va qualifier de sprint, en fait, de sprint simplement. Pas sprint planning. Le sprint planning, c'est la méthode dans laquelle, en fait, on va déterminer l'incrément qu'on va développer. Donc là, on a l'ensemble des cas d'usage qui sont dans le backlog. Ensuite, on a le sprint. Dans le sprint planning, on détermine la fonctionnalité qu'on veut, l'incrément, OK, ou la fonctionnalité qu'on veut livrer. Et donc, ça devient le backlog du sprint. Et donc, pour le backlog du sprint, là, maintenant, les équipes vont travailler dessus et ils vont livrer l'incrément. Une fois qu'ils ont livré l'incrément, à la fin des 2, généralement, c'est 2 semaines les sprints. Donc, à la fin des 2 semaines ou des 4 semaines ou des 3 semaines, ça dépend, mais généralement, c'est rare que ça dépasse 4 semaines. Donc, à la fin de la période du sprint, on fait une revue de sprint. Allez, qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce qu'on a livré? Quelles sont les difficultés? Enfin, ce sera ça, quoi. Sprint review, qu'est-ce qu'on a livré? C'est plus ça. Sprint review, qu'est-ce que j'ai livré? Est-ce que ce que j'ai livré est conforme? Et donc, c'est ça.
dans la sprint review, c'est on fait une démo. Donc, on montre en fait ce qu'on a livré et on fait une démo de ce qu'on a livré et on met en production ce qu'on a livré. C'est ça qu'on appelle livrable. C'est pourquoi je mets le package. Et une fois qu'on a donc livré le package, on va faire ce qu'on appelle une rétrospective de sprint pour voir. C'est comme c'est une cérémonie. La cérémonie va indiquer qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, etc. Et avec ce feedback, on revient dans le planning de sprint, on prend une autre partie, une partie dans le backlog, dans une autre fonctionnalité qu'on va en fait engager dans le nouveau sprint, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on est dans cette boucle qui est assez agile. Comme on est dans des périodes qui sont assez courtes, on a quand même le temps de modifier, de changer les choses, de s'ajuster. Ok, on a le temps de s'ajuster. Vous voyez qu'on on n'est pas coincé comme dans la méthode. On n'est pas coincé comme ici où lorsqu'on a les spécifications, qu'on est en phase de codage, c'est compliqué de revenir un peu plus loin. Ok, ici on a vraiment une grande flexibilité. Donc au niveau de la livraison, donc du développement et la livraison de l'incrément, il y aura ce qu'on appelle les daily meetings. Ok, dans les daily meetings, c'est-à-dire que chaque jour, les équipes vont faire un point pour dire, ok, qu'est-ce que j'ai livré, qu'est-ce que je n'ai pas livré, où j'en suis avec mon travail, est-ce que je suis bloqué ou est-ce que je suis pas bloqué. Donc cette méthode aujourd'hui, c'est ça qui est la plus utilisée dans l'informatique pour la livraison applicative, pour la livraison et déploiement applicatif. Ok, il y a comme j'ai dit, il y a plusieurs méthodologies, mais celle-ci est la plus utilisée. Donc comme je disais, il y aura un daily meeting, donc chaque jour dans la période de sprint, il y aura en fait un meeting journalier dans lequel les développeurs vont dire ce qu'ils ont fait, leur évolution, s'ils sont coincés, etc. Et donc, pour supporter ces daily meetings, on va utiliser un outil qu'on appelle tableau de bord Kanban. Kanban elle-même, c'est une approche qu'on qualifie de méthode agile qui, elle, est beaucoup plus dans le lean. Okay? C'est du lean management. Le Kanban, c'est une technique issue du lean management dans l'industrie de fabrication de véhicules à l'époque. Okay? Donc, on va utiliser un outil de cette méthodologie Kanban qu'on appelle le tableau de bord Kanban. Et dans le tableau de bord Kanban, qu'est-ce qu'on a? On a simplement les récits, ou les tickets, ou les différentes tâches. Donc, on a notre sprint backlog. En fait, c'est ça, le sprint backlog là. C'est ça qu'on a ici en to-do. On affecte cela à des développeurs, comme vous voyez là, Julie, Yvan, Julie, machin, on a affecté les développeurs. Et donc, chaque matin, en daily, ceux qui ont progressé, ils disent, ah, j'ai avancé avec le ticket, je n'ai pas avancé, je suis coincé, done, in progress, to do, il manque une colonne ici, je pouvais rajouter la colonne blocked, ok. Je pouvais rajouter ici une colonne bloquée, donc si c'est bloqué, vous mettez le ticket, etc. Donc ça, comme ça, visuellement, ça permet, cet outil, visuellement, permet de suivre l'évolution du développement de l'incrément ou de l'itération applicative. De sorte que, on peut rapidement en fait voir ce qui cloche. Vous voyez, on peut rapidement voir ce qui cloche et rapidement faire les changements en amont au niveau du management pour faire que les choses avancent. Ce qui est plus compliqué ici, ce qui est compliqué dans ces approches, okay? Parce qu'il n'y a pas une telle collaboration entre toute la team. Une fois que c'est au niveau de la programmation du développement, c'est que les programmeurs ou c'est que les développeurs qui travaillent dans la phase de codage. Donc les chefs de projet, eux, ils attendent un peu, vous voyez. Ils n'ont pas ce niveau de suivi qu'on peut avoir avec les méthodes agiles, spécialement méthode Scrum et le tableau de bord couplé à un tableau de bord Kanban. Ok. Donc, maintenant d'un point de vue ressources humaines et d'un point de vue organisation de l'équipe, comment cela se fait? Eh ben, pour faire fonctionner cette nouvelle approche projet, donc pour faire fonctionner cette approche dans les approches agiles, donc pour faire fonctionner l'approche agile, l'entreprise est obligée de se réorganiser. Donc quand je parle ici d'organiser l'approche projet, je parle vraiment de l'organisation dans l'entreprise, ok? L'entreprise est obligée de s'organiser
Souvenez-vous, dans la session précédente, je vous ai expliqué que ici, c'était ça en fait le plan. C'était ça le plan d'organisation d'un point de vue ressources humaines. Donc, on a les administrateurs qui sont dans une organisation ou un département. On a les testeurs qualifs qui sont dans un autre département. On a les développeurs qui sont dans l'autre département. On a 3 départements ou sous-organisations qui sont distinctes, qui travaillent ensemble. Donc, pour que la méthode agile qu'on utilise là, notamment Kanban et Scrum fonctionne, il faut casser cela. Il faut en fait créer des équipes. Alors, je vais expliquer déjà le concept. Je vais en fait te dire ce qu'il faut faire. Après, je vais expliquer les concepts de feature team là. En fait, il faut casser ces sous-organisations donc qui créent des îlots organisationnels dans la société ou dans l'entreprise et en fait organiser l'entreprise, organiser les équipes de manière à ce que chaque équipe se suffit à elle-même. Donc, dans chaque équipe, il faut qu'il y ait toutes les compétences nécessaires pour la prise en charge du cycle de vie complet de l'application parce que souvenez-vous que ici, ce qu'on embarque, c'est quoi? Ce qu'on embarque, l'idée, c'est d'embarquer une fonctionnalité à la fois et qu'on embarque cette fonctionnalité à la fois là. Cette fonctionnalité doit être développée entièrement. Elle doit être développée entièrement jusqu'à être livrée entièrement avant qu'on passe à l'autre. Et donc, si on veut pouvoir aller comme ça très rapidement, livrer des incréments au bout de 2 semaines, 1 mois, il faut absolument qu'on ait le contrôle sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et avoir le contrôle, ça veut dire quoi? C'est avoir, 1, les ressources apportées et 2, l'infrastructure qui va avec. Donc là, je parle donc des ressources. Okay? Parce que si moi, je suis administrateur, donc si je reviens dans l'ancien schéma, le schéma de la méthode traditionnelle, si moi, l'administrateur, moi, je suis dans un département différent. Toi, tu es dans le département marketing. Tu vas développer une application qui appartient au marketing. Tu es le développeur de l'équipe marketing. OK? Tu vas maintenant livrer. Tu appliques ce schéma-ci là. Ce schéma agile. Tu appliques ce schéma-ci avec une approche RH qui est comme ça, une organisation qui est comme ça. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne peux pas garantir que dans 2 semaines ou dans 1 mois, tu auras livré l'incrément de façon systématique. Pourquoi? Parce que celui-ci n'est pas dans ton organisation. Tu n'as pas le contrôle. Si l'administrateur l'a dit que bon, à moi, en fait, l'administrateur là est sous le commandement d'un manager qui est différent du tien. Un peu. Donc lui, il obéit prioritairement à son pas prioritairement, il obéit à son manager, ok, ou au manager de la sous-organisation. Donc c'est lui. Donc ce qui fait que ton travail ou ton déploiement n'est pas nécessairement quelque chose qui est prioritaire. En tout cas, tu n'en as pas la garantie systématiquement sur 2 semaines, 3 semaines, 4, en tout cas systématiquement sur la période de sprint que vous êtes fixé dans l'entreprise ici. OK? Donc, pour pouvoir adopter une approche si systématique et sur des délais si courts, il faut avoir le contrôle sur l'ensemble des étapes. Donc, avoir le contrôle, ça veut dire que j'ai l'ensemble des équipes, j'ai l'ensemble des ressources à l'intérieur de la même organisation ou de la même entité. OK? Et j'ai l'infra j'ai aussi le contrôle de l'infra. Ouais, un peu. Ce qui fait donc qu'on a ce qu'on appelle des feature teams. C'est ça, une feature team. Vous entendez souvent le terme feature team ou pizza team. Dans les feature teams, ce sont des équipes qui sont complètement autonomes et possèdent les compétences transversales qui leur permettent de prendre en charge l'intégralité du cycle de vie de la fonctionnalité applicative qui leur a été assignée. Du développement jusqu'à la mise en production. C'est pourquoi vous voyez ici, je mets là les devs, les admins, les QA. En tout cas, donc cette feature team est capable de prendre en charge une fonctionnalité ou un cas d'usage de A à Z, sans besoin d'aller contacter d'autres équipes, etc., etc. Vous voyez que cette approche organisationnelle supprime les latences.
elle supprime les latences. OK? Elle supprime les latences. Elle supprime les latences et les problèmes de communication qui étaient soulevés dans l'approche traditionnelle liée à l'organisation. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans les sprint planning là, ce sont des feature teams qui travaillent dans les sprints. Donc, les sprints sont en fait affectés à des feature teams qui, eux, vont travailler sur des fonctionnalités. Et donc, ça va permettre de fluidifier, de dynamiser le développement applicatif. Donc, au sommet, on va avoir un Scrum Master et un Product Owner. Le Product Owner, ça sera celui qui sera responsable du backlog. Le backlog, donc, ça sera celui qui va faire le lien avec le métier. Ça, c'est pour éviter que les développeurs contactent les métiers directement et qu'il y ait ces allers-retours. Parce que le développeur, lui, il doit se concentrer sur le développement de l'application, donc la traduction des spécifications techniques en code. OK? Donc, lui ne doit pas trop se soucier de ce qui se fait au niveau du métier. Or, dans l'approche traditionnelle, on a un chef de projet qui est comme le chef. Le chef, c'est celui qui coiffe en fait tout le projet. Et ces tâches-là sont assez lourdes et assez prenantes. OK? Donc, on a donc le product owner, lui va s'occuper de la relation avec le client, de prioriser les tâches. C'est lui qui, en clair, le product owner, c'est lui qui va vous dire les tâches les fonctionnalités qui sont prioritaires pour le client. Et maintenant, on aura un Scrum Master. Le Scrum Master ou chef de mêlée, c'est lui, en fait, il est comme un coach. Okay. Il est comme un coach et lui, il est là pour s'assurer que les choses, donc que le processus Scrum est respecté et que voilà, que tout fonctionne conformément à la méthodologie, quoi. S'il y a des bloquants, c'est lui qui va soulever les bloquants. Bref, il est vraiment là pour s'assurer que les teams ont tout ce dont elles ont besoin pour avancer, quoi. OK? Donc, voilà l'organisation en termes de ressources humaines qui est nécessaire. Donc, c'est la feature team. D'ailleurs, petit fait, le terme feature dans feature team là signifie fonctionnalité. C'est en anglais qu'on dit une feature. Et feature, c'est une fonctionnalité. Donc, on organise les ressources humaines en équipes de fonctionnalité. Donc, on parle de feature team, c'est les équipes de fonctionnalité. Ces équipes sont donc responsables chacune du cycle de vie entier d'une fonctionnalité et non plus de tout le logiciel. Donc là, on n'a pas tout le logiciel qu'on va donner à tous les... Non, c'est chacun responsable des features ou du cycle ou des cas d'usage qu'on leur confie. Quand ils finissent un, ils prennent le deuxième. Et c'est eux qui maintiennent cela. Ça veut dire que s'il y a un problème, lorsqu'on a mis en production, c'est eux en fait qui vont en fait prendre le relais et qui vont le corriger. Donc ça fluidifie et ça dynamise beaucoup le cycle de vie logiciel. Donc ça c'était l'organisation l'organisation d'un point de vue humain, d'un point de vue ressources humaines et d'un point de vue organisationnel. OK? Donc d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise. Maintenant d'un point de vue infra, comment cela se passe? Puisque on a toujours, puisque le déploiement de notre application passe toujours par 3 phases. Souvenez-vous. Une phase de dev, dans laquelle on va déployer l'application, dans laquelle l'application va sortir de l'environnement de dev, les machines de dev. Une phase d'intégration dans laquelle on va les tester, on va la builder, on va la tester, on va la builder, et une phase de mise en production ou de déploiement en production dans laquelle on va en fait déployer l'application dans des serveurs de prod. Donc ça ne peut pas changer. Comment est-ce qu'on s'organise donc ici? Est-ce que on peut utiliser l'approche traditionnelle, donc ce schéma-ci, avec la méthodologie Scrum ou la méthodologie Agile, avec les feature teams comme ça? Est-ce que ça sied avec ceci? Non. Non, ça ne sied pas parce que du coup, les administrateurs d'un point de vue organisationnel, on n'a plus ces barrières. Oui, parce que le métier, parce que l'administrateur n'est plus isolé et ne voit plus
les développeurs comme ses clients. L'administrateur fait maintenant partie d'une feature team, donc il est au courant puisque lui-même il reçoit le backlog du sprint, il reçoit le backlog à développer. Donc, il est plus informé, il est plus au courant et il est plus impliqué dans le besoin du client que dans ce schéma-ci. Un peu. Il a des tâches qu'il va effectuer. Ouais. Donc, ce qui fait que il n'y a plus ce en plus même d'un point de vue organisationnel, vous voyez que en Scrum, il y a dans le méthode agile, il n'y a plus ce cloisonnement entre différents profils. Les profils sont mélangés. Ce qui fait donc que comment est-ce qu'on gère d'un point de vue infra, comment on les répartit là? Qui fait qui gère les tests? Qui fait la mise en prod? Qui fait le développement? Donc, bien évidemment, vous comprenez que ici, celui qui fait le développement, c'est les développeurs. Celui qui fait les tests, c'est le test, le QA. Le test le test de la fonctionnalité, c'est le QA. Et l'admin, lui va gérer justement la partie déploiement. Et maintenant, comment c'est géré? Eh ben, c'est géré grâce à ce qu'on appelle un pipeline CI/CD ou alors une chaîne CI/CD. Puisque maintenant, on n'a plus des gens qui travaillent ici. Il faut donc trouver le moyen d'automatiser ce process parce que comme les équipes sont regroupées, elles peuvent gérer en amont tous les problèmes de sorte que quand on déploie, tout est OK. OK? En fait, comme j'ai fait la remarque ici, l'organisation de l'équipe en feature team et l'isolation des fonctionnalités de l'application en use case, donc développer l'application de façon itérative là. Cela n'est possible, du moins tout cela, donc l'organisation de l'équipe en feature team et l'isolation des fonctionnalités ne sont possibles que grâce à l'approche orientée service. Ok, l'approche orientée service ou l'approche SOA. Vous savez que dans l'approche orientée service, on développe l'application sous forme de service et donc chaque service embarque une fonctionnalité. Donc avec l'approche orientée service, on n'a plus des monolithes. On ne développe plus une application qui est tout en un. On développe plutôt l'application comme étant un ensemble de services qui s'appellent les uns les autres. Donc la même application va être décloisonnée, éclatée en fonctionnalités indépendantes qui vont simplement s'appeler. OK? Donc, l'isolation qui est donc offerte par les services, les microservices. Donc là, quand on parle de SO, on parle des services, on parle des microservices, les techniques de collaboration. Et pour déployer les microservices, on utilise beaucoup les technologies de containerisation. Dans la containerisation, avec par exemple des outils comme Docker, l'isolation, le déploiement avec des outils comme Kubernetes. Donc, autant d'outils ont permis d'isoler, donc d'appliquer d'un point de vue technique et technologique l'approche SOA. Ok, donc c'est les mêmes concepts, seulement les concepts de l'approche SOA qu'on va simplement reprendre ici. Et on va donc mettre sur pied ce qu'on appelle un pipeline CI/CD. Donc du coup, le code source qui va être développé dans les machines de dev va en fait être enregistré dans ce qu'on appelle un hub de code source projet. Ok, donc là, vous ne prenez plus votre code, vous ne transférez plus votre code par mail ou par FTP à l'administrateur. Non, vous publiez cela dans un outil de gestion de projet, un outil de versionning projet et un outil collaboratif comme Git. Ok, et à partir de Git,
vous allez maintenant utiliser un serveur. Donc, la chaîne CI/CD va en fait, à partir d'un serveur CI, d'un serveur d'intégration continue, va en fait récupérer, à chaque fois, il sera identifié les changements, les ajouts qui ont été apportés dans les projets et il va déclencher automatiquement le build, les tests. Donc, les tests vont être automatisés. Il va construire les tests, il va construire l'application, il va effectuer les tests, il va construire l'application, il va en fait enregistrer dans l'artefact privé, par exemple comme Nexus. Ensuite, il va déployer automatiquement en production. Okay? Automatiquement en production dans des environnements d'isolation comme Kubernetes et Docker. Okay? Et donc, tout ce travail-ci là est géré de façon automatique. Donc, ce monsieur, le serveur CI, qui est le composant le plus important dans la chaîne, lui, voici les deux composants les plus importants dans la chaîne. Donc, le hub de code source et le serveur CI. Lui, il sait détecter tous les changements. Donc, il est en alerte, il est en écoute du code source. Et chaque fois que dans le code source, il y a un changement, pap, il déclenche tout le cycle de déploiement continu. Et c'est ça qu'on appelle en fait le déploiement continu. Vous voyez que là, ça s'est fait sans aucune ressource. Donc, grâce à cette approche, les équipes peuvent vraiment être très, très compétentes et se concentrer exclusivement sur la livraison de valeur. OK? Et plus perdre de temps dans les tâches qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Elles sont fondamentales, mais elles n'ont pas d'intérêt pour le client. Parce que quand vous devez perdre du temps parce que l'administrateur n'est pas disponible ou parce qu'on vous a affecté votre mise en prod de vendredi ou le jeudi alors que vous êtes le lundi, vous voyez que ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait perdre en efficacité. OK? Donc voilà la nouvelle approche pour le déploiement, pour le développement du cycle de vie applicatif et pour le déploiement en production. Ceci nous permet donc d'introduire le concept de DevOps. Qu'est-ce que le DevOps? Pour répondre à cette question, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir sur la question. Donc, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Merci.